Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission. Donc nous sommes le 9 décembre 2023. Je suis ravi ce soir d'accueillir une personnalité que beaucoup d'entre vous ont sollicité. C'est Ariane Billerand. Donc bonsoir Ariane, merci d'être là. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Juste avant l'antenne, en direct, je faisais allusion à Léonard de Vinci parce que vous avez un CV assez hors norme avec plusieurs spécialités qui me rappelaient un petit peu l'époque de la Renaissance. Où on était un peu spécialiste en différents domaines comme l'astronomie, etc. Et puis, je voudrais mettre cette émission sous le signe aussi des enfants. Merci Nicolas. Peut-être je vais rebondir sur effectivement ma formation dans différentes disciplines pour bien resituer les choses. Donc j'ai intégré Normal Sup Ulm en 1999 qui est sur les sciences humaines, donc c'est assez pluridisciplinaire, mais j'avais l'option lettres classiques, c'est-à-dire latin grec. Je me suis d'abord orientée sur ce chemin de latin grec et en même temps de philosophie, en particulier philosophie morale et politique. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la philosophie ne répondait pas suffisamment à mes questions sur certains aspects, et donc je me suis aussi engouffrée contre l'avis à l'époque de la direction de Normal Sup dans des études de psychologie, de psychopathologie. Donc tout ça m'a donné effectivement une très solide formation universitaire. Je travaillais en même temps, donc j'ai aussi une grande expérience de vie. Je me souviens effectivement d'une prof de lettres classiques de Cannes qui m'avait dit un jour: Ariane, il va falloir choisir, et je pense que parfois il est important de ne pas se limiter trop vite, parce que le fait d'accéder à chaque discipline, en tout cas dans ce à quoi j'ai accédé, c'est-à-dire essentiellement donc la littérature, le latin grec, la psychologie clinique, la psychopathologie et la philosophie, donne des méthodologies différentes, donne des perspectives différentes et donne nécessairement une ouverture dans l'appréhension des limitations de nos disciplines. Et c'est tout le problème qu'on a rencontré avec le Covid, c'est qu'on a une discipline qui a voulu imposer aux autres sa vision du monde, et nous avons encore aussi ces déviances actuelles qui pensent que les sciences dites dures ont plus de valeur que les sciences dites humaines, etc., etc. Or, je pense que c'est ce dialogue entre les disciplines qui est fondamental, et ce dialogue, c'est aussi considérer que ma discipline, par exemple, essentiellement, on va dire aujourd'hui la psychopathologie, ne suffit pas à expliquer l'expérience. Elle est une possibilité, un prisme d'analyse, mais elle ne doit pas se prétendre comme n'importe quelle en fait discipline, n'importe quel focus. Voilà. Après, au niveau de l'expérience de vie et de l'expérience professionnelle, j'en ai eu beaucoup. C'est vrai que je suis une très très grande travailleuse. C'est quelque chose que je partage avec Virginie Darrojo-Recam. Nous sommes de très grosses bosseuses, et effectivement, au bout d'un moment, ça finit par à la fois donner des résultats, parce que nous sommes très exigeantes envers nous-mêmes d'abord. Donc j'ai écrit très rapidement mes premiers livres. J'ai écrit, je crois que c'était à 27 ans que j'ai écrit mon premier livre de psychologie. J'avais déjà fait des livres avant, voilà, dissertation de classe prépa, etc. Et puis, donc, au niveau professionnel, je me suis rapidement orientée sur... je ne me suis pas satisfaite en psychologie de rester sur la psychologie de l'enfance, qui était ma première spécialisation professionnelle dans l'enfance maltraitée, donc ce qu'à l'époque on appelait le DESS. Et puis de toute façon, j'ai rapidement vu les dysfonctionnements institutionnels, et j'ai rapidement compris que si ma place, je pensais qu'elle était à l'intérieur de l'institution, ça allait vite créer des situations insolubles entre l'institution et moi. Donc ça je l'ai rapidement compris. Voilà, au niveau de l'université aussi,
c'est-à-dire que je n'ai pas candidaté au poste de maître de conférence. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'incompatible dans mon tempérament et voilà, par rapport à la fixité d'un poste d'une part, et puis à être à l'intérieur d'institutions qui peuvent avoir des fonctionnements pervers. Et puis voilà, donc je suis partie découvrir le monde, on va dire, à travers mon expérience professionnelle, que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs, hein, notamment dans les entreprises, dans les institutions en tant qu'auditeur, voilà, produisant des expertises quand il y avait des plaintes de harcèlement, construisant des méthodologies, rédigeant des rapports aussi pour la justice, etc. J'ai beaucoup aimé parce que ça a été extrêmement diversifié, parce que j'ai vu énormément de populations différentes, des métiers différents, des secteurs différents, des entreprises différentes. Et puis, à un moment donné, à force de rencontrer le même être humain partout, finalement, j'ai moi-même été très fatiguée, très fatiguée. Puis j'ai eu un accident grave qui m'a cassée en fait dans cette activité, où je n'ai pas pu marcher pendant 1 an et qui m'a permis de repenser à des choses, mais j'en avais fait le tour, on va dire. J'en avais fait le tour dans le sens où ce qui m'intéressait, c'était d'étudier le harcèlement comme un processus collectif. Et au bout d'un moment, j'avais fini par créer mon petit dicton personnel. Tant que j'avais pas trouvé le détournement de fond, l'histoire sexuelle pas très nette, et derrière en fait les plaintes de harcèlement, j'avais pas fait le tour, quoi. Voilà, donc c'était un petit peu ça. Et puis voilà. Et puis après, donc j'ai changé de continent. Donc en 2015, je suis partie en Amérique du Sud. Voilà, le pourquoi du comment, il y a peut-être plein de raisons. J'ai oublié de dire aussi que voilà, j'ai toujours éprouvé le besoin d'aller chercher les limites de l'être humain, c'est-à-dire, on va dire dans la psychiatrie. Donc j'ai fait mon doctorat sur la psychose, qu'est-ce que c'est la folie, qu'est-ce qui se passe en fait. J'ai aussi passé des années à superviser les travailleurs sociaux dans les prisons, dans l'administration pénitentiaire, former surveillants de prison, voir qu'est-ce que c'est que cet autre côté du miroir. J'ai enseigné à l'université, donc j'y étais pas en tant que fixe, mais voilà, c'était la position qui était acceptable pour moi, et qui l'est toujours en fait, c'est d'être à la fois un électron libre, mais qui peut avoir des relations en fait avec le système. C'est un petit peu ça. Donc je peux avoir des relations, mais je peux pas rester fixée dans un endroit. C'est compliqué pour moi. J'aime beaucoup mon indépendance. Voilà, je connais aussi le prix de cette indépendance, mais voilà. Dans la page 33 de votre ouvrage, vous dites que les travaux d'Hannah Arendt définissent le totalitarisme comme l'ambition de la domination totale, et que selon elle, il s'agit d'un mouvement international dans son organisation, universel dans sa visée idéologique, planétaire dans ses aspirations politiques, donc avec différents diagnostics sur le despotisme, la tyrannie, la dictature. Et puis, vous mettez également que, contrairement au despotisme, le totalitarisme vise la destruction de tout espace politique, la transformation totale de la société en une masse homogène et dépourvue d'initiative, l'extermination des groupes humains qui sont jugés entraver la réalisation de ce but. Et donc finalement, en 4e de couverture, on a une énième définition, donc comme quoi le totalitarisme, c'est difficile à avoir une seule définition claire et tranchée parce que c'est tellement vaste, que vous définissez le totalitarisme comme un système paranoïaque dans lequel des pathologies perverses, sadiques, transgressives et psychopathes sont à l'honneur. La condition de survie de ce système est un mensonge premier qui est maintenu dans le secret, l'endoctrinement des masses à l'idéologie, la mise sous terreur des individus et des collectifs, entraînant à la fois la sidération traumatique, la jouissance pour certains et l'horreur pour d'autres. Ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et qui ont été rescapés des camps de concentration, par exemple, il y en a encore quelques-uns, eh bien, ont pu comparer les deux époques en disant, mais finalement, ce qu'on vivait pendant la guerre, sur certains points, c'était moins pire que ce qu'on a vécu durant le Covid, parce qu'on avait encore le droit d'aller au bal, d'aller au restaurant, de s'amuser, malgré la guerre, malgré l'effroi et le climat anxiogène de l'époque de la guerre, alors que là, on avait des passes, on avait un QR code nécessaire pour aller boire un café, pour voyager, etc. Et donc, je voudrais rebondir là-dessus, parce que
qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison avec la Seconde Guerre mondiale et le Covid? Est-ce que déjà on peut comparer les deux époques? Et est-ce que sur le plan, j'allais dire, psychopathologique, est-ce que c'est comparable? Alors, la question, c'est toujours à partir de quoi on va comparer. C'est pour ça que, quelle est la méthodologie? Dans le débat interdit, j'ai utilisé une méthodologie, et aussi dans la psychopathologie du totalitarisme, qui est d'extraire des processus, c'est-à-dire, quel est le processus? Est-ce que, par exemple, certains, je prends un exemple très caricatural, mais qui va parler à tout le monde, est-ce que certains, à un moment donné, l'État prévoit que certains citoyens aient plus de droits que d'autres? Ça, c'est un processus. Est-ce qu'à un moment donné, certains citoyens n'ont plus accès à certains espaces publics? Voilà, alors qu'ils n'ont pas été condamnés, etc. Donc, dans le débat interdit, j'ai pris la situation de la Hongrie, notamment dans les années 30. De la même façon, pour démontrer qu'il y a eu des processus similaires. Ces processus, j'avertis, je pense que nos auditeurs doivent le savoir quand même, mais je pense qu'ils vont revenir. Ils vont revenir parce que le but, et comme le présente très bien Vera Sharaf dans son documentaire Plus jamais ça, et comme elle le présente aussi en préface de mon livre, donc une ancienne survivante, donc elle connaît très bien les processus. Et elle sait très bien d'où ça vient aussi. J'ai écrit un petit livre, un petit opuscule qui s'appelle l'International nazi, qui part d'un constat d'Hannah Arendt dans les années en 1945, je crois, et je formule des hypothèses, mais ces hypothèses ne sont pas démenties du tout par exemple Vera Sharaf ou par d'autres survivants de certaines pratiques du pouvoir mondial. Je pense notamment aux survivants des réseaux pédophiles à très haut niveau et qui ont rencontré des figures à très haut niveau. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un projet qui n'est pas un projet seulement d'asservissement de l'être humain, qui est un projet d'annihilation. C'est-à-dire qu'il y a, alors, est-ce qu'il réussira? C'est une autre question, mais il y a un projet depuis des décennies sur lequel on peut remonter, on peut trouver les financements, on peut trouver les penseurs, on peut trouver tout ça. Et donc ce projet de totalitarisme mondial vise notamment à la transformation de l'être humain pour à la fois lui supprimer tout ce qui dérange dans son humanité, notamment son aspiration, on va dire, à la liberté, etc., et en faire un être au mieux un objet marchand. Au mieux un objet marchand. Voilà. Donc, tout ceci, c'est important de regarder comment ça se passe. J'avais indiqué en 2020 que tout ceci nous mènerait à un phénomène guerrier. Ce n'est pas un phénomène guerrier, c'est un phénomène guerrier international. Je pense qu'il y a des officines qui travaillent à la mise en place d'une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas. Ça fera partie d'une étape du contrôle global de la population. Et donc, pour cela, il faudra encore plus et à chaque fois diviser les gens, leur présenter les choses sous un angle où il faut choisir des camps, etc., etc. Et c'est très compliqué d'avoir aujourd'hui une distance suffisante dans cette guerre de l'information. On en parlait un tout petit peu, mais je voudrais quand même rappeler parce qu'aujourd'hui, on est sommé de prendre parti sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose. Donc, déjà, j'avais envie de dire, et je pense que c'est une prudence qu'on doit tous avoir, c'est que on peut avoir des opinions, mais aujourd'hui, tout le monde a des opinions sur tout. Et en fait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fous de l'opinion d'un tel ou d'un tel, c'est pas, et même de ma propre opinion, en fait, je m'en fous. Donc, je pense que c'est très important que chacun revienne, et c'est pour ça que, bon, voilà, moi, j'ai eu, enfin, je me suis donné cette possibilité d'avoir ces différentes formations pour les faire dialoguer ensemble dans les différentes disciplines, mais j'évite de m'improviser en géopolitique, en journalisme de terrain, etc. Ce que je regarde juste au niveau de la philosophie politique, c'est que, et on peut se rappeler, j'ai repris une phrase que dit Orwell,
qui nous a quand même écrit 1984, et l'inversion des mots, hein, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, etc., puisqu'on en est là. Hein. Eh bien, quand il fait ses réflexions sur la guerre d'Espagne, il dit qu'il a lu des articles de journaux qui n'avaient aucun rapport avec les faits. Il dit « J'ai lu le récit de grandes batailles, là où il n'y avait eu aucun combat, puis pas une ligne quand des centaines d'hommes avaient été tués. J'ai vu des soldats qui avaient bravement combattu, dénoncés comme traîtres et lâches, d'autres qui n'avaient pas essuyé un seul coup de feu, salués comme les héros de victoires parfaitement imaginaires, tandis que les journaux de Londres prenaient à leur compte ces mensonges et que des intellectuels zélés y allaient de leur battage émotionnel sur des événements qui n'avaient jamais eu lieu. » Là, on est donc avant 1940. Aujourd'hui, on en est où? C'est pire. C'est pire. Donc, on est en permanence et on le voit. J'ai quand même envie de m'exprimer ce soir. On le voit exactement sur les sujets. On voit qu'aussi, il y a toute une entreprise de corruption des sujets que travaillent des gens intègres. Ou qui ont à cœur, en tout cas, d'être sur l'intégrité de leur sujet. Et parfois, c'est même porté dans nos rangs, c'est-à-dire qu'on a des gens qui s'improvisent dans des sujets qui ne sont pas les leurs, sur lesquels ils n'ont aucune compétence à se prononcer sur ces sujets-là, mais ils vont s'improviser et puis ils vont caviarder ou corrompre notre discours. Quand je dis notre, par exemple, voilà, on pourra parler de l'éducation sexuelle. Il y a maintenant tout un collège d'experts, de psy, d'avocats, etc. Et puis maintenant, il y a des gens qui parlent en notre nom, qui ne parlent pas et qui racontent des choses fausses. Et sciemment fausses, enfin sciemment, je ne sais pas s'ils le font sciemment, mais en tout cas, c'est faux. Et donc, tout ça, c'est compliqué. On est dans une ère médiatique, on est dans une ère de l'image, on est dans une ère narcissique. Les uns et les autres ont besoin de se faire valoir sur tel ou tel sujet. Et c'est compliqué. On est vraiment dans quelque chose, je pense, d'autant plus problématique et totalitaire. Voilà. On n'est pas géopoliticien, on n'est pas dans un autre domaine. Qu'on ait des opinions, c'est une chose, mais de là à se prétendre spécialiste, c'est une autre chose, parce que les vrais spécialistes, eux, sont marginalisés. Voilà, c'est tout ce que absolument, et tout concourt à les invisibiliser dans tous les domaines. Et ça, c'est quand même important de le rappeler, c'est-à-dire c'est comme si la parole du vrai spécialiste, elle ne doit pas être entendue. Et donc, il y a des écrans. Alors, ces écrans sont sur différents niveaux d'écran pour empêcher d'accéder. Effectivement, dans ces écrans, il peut y avoir des personnes qui sont simplement manipulées au sens on va leur donner des plateaux télé, etc., etc. Mais donc, c'est très important. Moi, j'insiste beaucoup pour les auditeurs parce que personnellement, j'ai à cœur que les gens s'autonomisent. C'est-à-dire que je donne des outils de compréhension, des modèles d'analyse, une méthodologie. Ce n'est pas pour dire c'est le Saint Graal, c'est dire voilà où j'en suis après finalement toute ma vie, toute ma carrière consacrée à décortiquer ces processus-là. Peut-être que quelqu'un fera derrière un livre qui sera encore qui reprendra et qui ira beaucoup plus loin, tant mieux. Voilà moi où j'en suis. Si ça vous parle, vous prenez, vous décortiquez, vous prenez ce qui vous utilisez surtout ce dont vous avez besoin pour vous autonomiser dans l'analyse et dans l'esprit critique. Et ça, c'est en tout cas ce que j'ai vraiment à cœur. Et donc, il est très important de regarder de quelle place quelqu'un parle. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 10 ans? Absolument. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 20 ans? Hein, moi, quand je parle de pédophilie, encore une fois, en 2013, il y a une traçabilité. J'ai écrit un livre aux éditions universitaires d'UNO qui est paru en 2013, qui est donc le fruit d'une longue expérience avant. Ma collègue Amandine Lafargue, elle a 22 ans d'expérience professionnelle dans les abus sexuels infantiles. C'est pas quelqu'un qui arrive et qui va dire ah ben maintenant je vais parler de ça. Et c'est très dérangeant parce que personnellement, je suis de plus en plus dérangée par le fait que je rencontre, y compris des phrases entières que j'ai pu dire il y a 2 ans, ou dans mes livres, dans la bouche d'autres personnes qui, dans le même temps, donc ne me citent pas, et dans le même temps, mettent autre chose de confusion dans le message et de confusionnant. Et c'est très, très problématique. Je commence à de moins en moins le supporter. Ça fait longtemps que je le remarque, mais je le supporte de moins en moins. Et je constate que ce n'est pas moi, pas que moi, qui vit ça. C'est-à-dire c'est systématiquement les véritables experts
les véritables personnalités extrêmement intègres ne sont pas les bienvenus. On a vu une inversion des valeurs totales, c'est-à-dire qu'un expert qui connaissait parfaitement son sujet était traité de charlatan. C'est peut-être ce que vous avez subi. Je ne sais pas si vous avez subi des pressions ou des menaces particulières, mais peut-être. Oui, moi ça fait depuis 2017 que j'ai d'abord eu une menace de mort, etc. Depuis que j'ai mis le nez dans les textes de l'OMS et que j'ai commencé à les dévoiler. Qu'est-ce que ça révèle de notre époque déjà en tant que telle, à votre avis? Un très haut niveau de corruption. En fait, ce très haut niveau de corruption, il est intentionnel et non intentionnel. Je vais prendre un exemple. Parce que Olivier Soulier avait d'ailleurs fait une conférence magistrale à Lisbonne sur l'infiltration de la médecine qu'on peut retrouver sur Internet. Évidemment, ce colloque à Lisbonne du 9-10 septembre 2022 a aussi extrêmement été invisibilisé. C'est moi qui l'avais organisé, mais c'est important que les gens aillent le voir parce que nous avons été plusieurs disciplines à parler. Il s'est intitulé Corruption et fraude dans la crise Covid. Et donc, Olivier Soulier avait fait une magistrale conférence sur le degré d'infiltration idéologique en médecine. Et depuis combien de temps? Et c'était vraiment depuis des décennies. Et ce sont des endoctrinements idéologiques qui forment des générations entières d'étudiants. Alors, on le voit aussi dans la psychiatrie, quand on regarde la psychiatrie d'il y a longtemps et puis la psychiatrie d'aujourd'hui, on le voit dans différentes disciplines. Je veux dire, même là, je l'ai remarqué en latin, en ayant des manuels d'avant les années 50 et ceux des années après. C'est à peu près ça, la frontière. On n'est plus du tout dans les mêmes processus et la même qualité d'enseignement. Alors, c'est très important parce que on peut se dire c'est le même enseignement, mais en fait, c'est pas le même. Si je prends par exemple en latin, j'ai des manuels de 6e dont je dispose. Et avant les années 50, les élèves sont encouragés, déjà ils n'utilisent pas vraiment le dictionnaire, donc ils n'ont pas la béquille du dictionnaire, ils ont des vocabulaires qu'ils doivent intégrer, et on les encourage tout de suite, immédiatement, au thème, c'est-à-dire au passage du français au latin. Ce qui est donc, et c'est très important de comprendre ça au niveau psychique, ce qui se passe quand on va passer du français à une autre langue étrangère, en particulier une langue racine pour nous, eh bien, on est obligé de passer dans une altérité, c'est-à-dire de se sortir de sa zone de confort et aller dans l'altérité. Et ça, par exemple, ça, très, très basiquement, c'est quelque chose qu'on arrive de moins en moins à faire avec cette fameuse novlangue. Et c'est comme s'il y avait un monopole de la langue, on n'arrive plus à être dans l'altérité pour essayer de penser l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de me dire qui est différent? Est-ce que je peux être dans un débat? C'est-à-dire, est-ce que je peux être dans une ouverture suffisante? Ça, c'est un des exemples. Et par exemple, aussi autre chose que j'ai remarqué, et c'est pour ça que les humanités ont été cassées complètement, c'est que dans les méthodologies d'enseignement d'avant les années 50, je parle encore une fois du latin, on ne passe pas à l'étape numéro 2 tant que l'étape numéro 1 n'est pas complètement acquise. Il n'y a pas de démagogie. Il n'y a pas les jolies petites illustrations, les petites images, et puis on va mélanger du complexe avec du simple, et puis au final, plus personne ne va comprendre de quoi il en retourne. Et c'est la démagogie qui commence après. Donc, ce qui est très important, parce qu'en fait, par exemple, si on regarde l'étude du latin, parce que les gens vous disent c'est inutile, mais il y a déjà quelque chose qui est fondamental dans l'étude du latin, au-delà de la langue racine et des étymologies, c'est que c'est une limitation à notre toute-puissance permanente. Parce que de toute façon, si le mot il a telle déclinaison, on ne peut pas lui inventer autre chose. Donc, il y a une limitation systématique qui est donnée et qui nous oblige à la logique, qui nous oblige à la rationalité. La rationalité est un rempart contre ce que nous sommes en train de traverser. Or, donc, cette corruption de la langue, parce que ça commence par là,
donc l'historien grec Thucydide de 5e siècle avant Jésus-Christ, que je cite régulièrement, dans la guerre du Péloponnèse, indique bien qu'on a changé la valeur des mots pour servir une propagande de guerre. Donc il faut modifier le langage. Les puissants le savent, ils ont besoin pour asseoir leurs ambitions de modifier les langues pour qu'on finisse par accepter des situations, des passages à l'acte, des asservissements, des esclavages. Voilà, donc tout ceci, c'est de la manipulation de la langue. On avait Sénèque au 1er siècle après Jésus-Christ, le philosophe, qui nous a bien expliqué que d'après lui, toutes les dégénérescences politiques intervenaient au même moment qu'il y avait une dégénérescence de la langue. Pour les stoïciens, c'était d'abord la corruption des mœurs qui entraînait la corruption de la langue, et pas l'inverse, mais on peut lier les deux de toute façon. On voit. Et donc, l'appauvrissement de la langue, l'appauvrissement de nos racines linguistiques, l'appauvrissement de la logique, l'appauvrissement des méthodes de transmission, etc., ça fait très longtemps, c'est une corruption. Ça entraîne l'appauvrissement de nos représentations, l'appauvrissement de nos perceptions de la réalité qui nous entoure, de nos sentiments. Et ça finit par des anesthésies émotionnelles face à des situations humaines qui sont intolérables. Et on finit même par les justifier, comme on l'a vu, comme on le voit tous les jours. Il y a toujours une justification de la barbarie. La banalisation du mal, là on a un vrai mécanisme de perversion pour le coup, parce que, comme disait Einstein, ce n'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre, au contraire. Et pour reprendre sur les citations, je sais que vous avez cité dans votre ouvrage Solzhenitsyn, donc l'archipel du Goulag. Et puis, j'ai une citation de Jaurès qui m'est revenue, c'est « Quand on ne veut pas changer les choses, on change les mots ». Et c'est vrai que cette notion-là, justement, de changer les mots, m'amène à citer 2 pages, je vais essayer d'être rapide, pages 172 et 173, qui rebondissent sur le totalitarisme, sur Hitler, sur 1984 et sur les catégories de psychologie, de profil psychologique. Donc vous dites, par exemple, la perversion, c'est l'exécutante consciencieuse et habile de la folie paranoïaque. Dans le projet totalitaire, le paranoïaque définit la stratégie quand le pervers déploie la tactique. Tandis qu'Hitler était paranoïaque, les industriels et les financiers collaborant au projet nazi relevaient de la perversion. Les régimes paranoïaques sont impérialistes, guerriers, mensongers, hégémoniques. Ils nient l'origine, s'auto-engendrent, mutilent les connaissances en utiles et inutiles, divisent le peuple, ne vouent plus aucun respect aux anciens et sont fondés sur une sophistique paranoïaque. Les profils pervers les aident à accomplir leur entreprise de conquête et de destruction. Avec la paranoïa, toute la vision du monde s'inverse, car précisément il s'est agi de ne jamais nommer cette mauvaise conscience. Elle est donc projetée partout. L'innocent devient coupable, le coupable est l'innocenté, l'amour devient la haine, la paix devient la guerre, etc. Orwell dans 1984, le ministère de l'amour était le seul réellement effrayant, il n'avait aucune fenêtre, Winston n'y était jamais entré et ne s'en était jamais trouvé à moins d'1 kilomètre. C'était un endroit où il était impossible de pénétrer, sauf pour affaires officielles, et on n'y arrivait qu'à travers un labyrinthe de barbelés enchevêtrés, de portes d'acier, de nids de mitrailleuses dissimulées. Même les rues qui menaient aux barrières extérieures étaient parcourues par des gardes en uniforme, noirs, à face de grilles, armés de matraques articulées. Dès lors, nous comprenons bien que ce sont des profils psychologiques les plus fragiles qui suivent le système totalitaire, qui entrent dans l'adhésion à la croyance délirante. Nous pourrions les catégoriser ainsi. Il y a ceux qui deviennent complètement fous, des paranoïaques dangereux prêts à exécuter tous les psychismes qui les renvoient à leur mauvaise conscience. Il y a ceux qui tentent de ne pas basculer dans cette folie, en adoptant des comportements pervers, des chifaillons, des contrôleurs ou des tortureurs. Il faut contenir absolument la fuite éventuelle d'un quelconque sentiment de culpabilité et se démontrer à soi-même son aptitude à vaincre le moi de sentiment de culpabilité. Il y a ceux qui anesthésisent sous toute forme d'émotion, pour ne plus se retrouver obligés d'agir alors qu'ils se sentent impuissants. Cette inhibition donne la majorité des profils qui soutiennent l'idéologie totalitaire. Les exécutants serviles du programme de l'idéologie, qui ne le pensent pas dans ses efforts et ne le ressentent pas dans sa violence. Cette robotisation est bien celle du fonctionnaire qui fonctionne, de celui qui se réfugie derrière les tâches automatisées et les protocoles à exécuter, ne réfléchit pas à leurs conséquences monstrueuses. Le virus du totalitarisme, Hannah Arendt, est donc celui de l'effroi lié à la sidération traumatique, la pétrification des psychismes dans un sentiment d'impuissance devant le caractère monstrueux de la proposition totalitaire. Et là, en lisant tout cela, moi je retrouve ce que j'ai vécu à l'école avec le harcèlement, l'effet de meute,
l'effet de groupe, le leader du groupe qui a une puissance, un aura parce qu'il est plus grand, plus vieux, etc. Est-ce que l'histoire ne se répète pas irrémédiablement, inexorablement? Est-ce que finalement, dans plusieurs siècles, il y aura toujours cet effet-là, puisque est-ce que la nature humaine est faite ainsi, et est-ce qu'on peut y faire quelque chose surtout? Ce sont des questions métaphysiques, donc je vais donner mes réponses Oui, bien sûr. pour le moment, sachant que voilà, je me réserve aussi le droit d'évoluer. C'est important parce Évidemment. que voilà. D'abord, il faut bien rappeler que le harcèlement, et c'est ce que je rappelle dans mon livre. Alors, c'est vrai que pour ceux qui s'intéressent à mon travail, parce que mon travail, je le sais parce que je le vis, c'est vraiment des années d'observation, de réflexion sur des sujets qui n'intéressaient à l'époque pas grand monde. Voilà, donc c'est tout ça. Et puis après, c'est comment est-ce que je vais rendre tout ceci accessible aux gens. Donc c'est comment cette complexité, je vais de façon pédagogique réussir à la transmettre. Donc c'est énormément de travail et ça va ensemble. C'est-à-dire que il y a mon livre Psychopathologie du totalitarisme va évidemment se focaliser davantage sur comment fonctionne le système totalitaire, mais il est en cheville avec mon livre Psychopathologie de la paranoïa que j'ai écrit il y a des années et qui explique ce que c'est que la paranoïa, la psychose paranoïaque. Donc, je ne vais pas répéter des choses, mais ceux qui veulent aller voir les interactions. J'ai réédité en 2 tomes l'ensemble de mon travail sur le harcèlement qui avait déjà été édité en plusieurs livres. Donc, j'ai refait une compilation. Ça fait 2 gros tomes, tout sur le harcèlement. Le harcèlement, c'est la méthode du totalitarisme, c'est la méthode utilisée par le profil paranoïaque. Donc tout ça est en lien et c'est important si on veut vraiment approfondir un sujet et finalement le travail d'un auteur, en tout cas je sais parfois quelle est la souffrance derrière la création d'un développement ou d'un concept, ou voilà le type de réflexion et combien de temps elle m'a pris cette réflexion pour aboutir à quelque chose. Et parfois même, j'ai revisité des choses que je pouvais dire, puisque j'avais construit, par exemple, je crois que c'était aux alentours de 2010, la nature du groupe, puisque vous avez parlé de complices passifs, etc. Donc pour les risques psychosociaux, quelle est la nature du groupe harceleur? Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est pas un gentil harcelé face à un méchant harceleur, c'est toute une dynamique de groupe. Donc ça fait vraiment énormément d'années, bien sûr, mais c'était pas du tout acquis au départ. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mon premier livre sur le harcèlement, c'était pas du tout présenté comme ça. C'est vraiment en réaction à ça que j'ai commencé mes travaux sur le harcèlement, en disant il y a un truc qui va pas, ça peut pas être ça. Et donc voilà, alors c'est toujours très surprenant pour moi après de voir que finalement, tant mieux, c'est une gratification aussi, mais qu'il y a des idées qui étaient vraiment pas du tout admises, et puis qui au fur et à mesure de voilà aussi d'une différentes transmissions que j'ai pu faire, etc., deviennent des idées communes et banales, mais au départ ça ne l'est pas forcément. Comme en 2020 quand j'ai parlé de totalitarisme, maintenant c'est une grande banalité pour tout le monde s'approprie les trucs, mais tant mieux. Mais je sais ce que je me suis pris dans la figure pour en avoir parlé. Quand j'ai besoin de citer des sources, je les cite en fait. Et pourquoi il n'y a pas de problème en fait. Dans mon livre, je me réfère à Günther Anders, Hannah Arendt, Kessler, etc. Je trouve que c'est vraiment une intégrité importante. Et puis aussi, ça permet de retrouver le fil chronologique. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, lire un de mes articles de 2010, c'est pas la même chose que lire. C'est ce que j'en dis aujourd'hui. J'ai notamment changé des choses sur ce que j'ai appelé la contagion délirante. Donc le fait que l'idéologie se propage et que les uns et les autres finissent par être contaminés par le totalitarisme. Quand j'ai créé cette notion de contagion délirante, c'était par rapport au harcèlement. Et puis après, en réalisant Hannah Arendt, j'ai vu qu'elle parlait de virus du totalitarisme. Mais après, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient parlé d'épidémie de totalitarisme. Donc tout ça est très intéressant de mettre ça en lien. Mais par exemple, à quel moment j'avais raison? Est-ce que c'est en 2010? Est-ce que c'est maintenant? A priori, j'ai plus avancé, j'ai plus creusé, donc j'ai rajouté des subtilités en observant aussi ce qui se passait au niveau général.
mais voilà, il y a quand même une évolution, il y a une chronologie, et tout ça, c'est important d'y réfléchir et de le remettre en perspective. Voilà. C'est ça. Oui, enseignante. Mais non, mais enseignante, j'ai enseigné à l'université, je vois le commentaire. J'ai enseigné à l'université pendant une dizaine d'années, cours magistraux, TD, etc. C'est très important pour moi, la pédagogie. C'est-à-dire comment je vais réussir à transmettre des notions complexes. Alors, parfois, ça passe par des reformulations de façon différente, etc. C'est important. C'est pas seulement, je vais être franche, hein, c'est pas seulement le souci que j'ai effectivement d'une transmission auprès des gens, mais c'est que j'estime que si je ne suis pas capable de transmettre quelque chose de complexe, c'est qu'il y a quelque chose dans ce raisonnement complexe qui ne va pas. Donc c'est un exercice aussi d'exigence. Je vois ce que vous De voulez la dire. même façon que j'ai toujours pensé que la science ne peut pas aller à l'encontre du bon sens. Donc s'il y a quelque chose qui va à l'encontre, c'est que ça ne va pas. Voilà, donc c'est une sorte aussi d'exercice méthodologique. Parmi les mots qu'on emploie le plus souvent, il y a tyrannie, il y a dictature, autoritarisme, autocratie, oligarchie. Pour vous, est-ce qu'il y a plusieurs mots potables possibles pour définir ce qu'est devenu la France en 2023-2024? Ou est-ce que finalement, ces mots-là n'ont pas de sens? C'est ailleurs qu'il faut aller voir. Il s'agit de redéfinir les choses par rapport aussi à l'histoire des concepts. C'est Ouais. important. C'est pas seulement définir en soi et poser une définition, et les concepts ont une histoire. Donc la dictature, et je le rappelle dans le livre, hein, c'est lié à la dictature romaine, elle est limitée, c'est les pleins pouvoirs, mais c'est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a comme une exception du droit, mais cette exception du droit est temporaire puisque c'est lié à un état d'exception. Donc déjà, on voit bien qu'on a complètement, on n'est pas du tout là-dedans. Alors après, oligarchie, c'est un gouvernement d'un petit nombre, mais rien ne nous dit quelle est la nature de ce petit nombre. Après tout, il pourrait être très bien intentionné. Est-ce que je peux porter une nuance, si vous me Bien permettez? sûr, bien Parce sûr. que sur la notion de dictature, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu entre guillemets, ce conflit idéologique avec d'autres personnalités comme Alexis Poulain, par exemple. Parce que quand je regarde la définition de dictature, et je vais la reprendre en direct avec vous, parce que j'aime bien avoir directement les textes en face, on a plusieurs définitions. Donc déjà, il faut C'est savoir pour ça que je trier. parlais d'histoire des concepts. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est Oui, vrai que je désolé. parlais d'histoire des concepts. Après que le mot soit été utilisé pour la dictature en Argentine, etc., pour désigner différentes Dictature militaire. formes. Voilà, dictature militaire, Voilà, c'est etc. ça. Oui, mais je parlais d'histoire des concepts. Ah oui, Voilà. pardon. C'est Magistrature ça. extraordinaire, la plus élevée de tous chez les Romains. Ça, c'est la notion dans l'Antiquité romaine. Concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti ou d'une classe. Dictature militaire. On a la définition Wikipédia, bon, qui n'est pas forcément la référence absolue, mais régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Alors, pourquoi j'ai voulu intervenir pour cela? C'est parce que vous parliez d'état d'exception. Il s'avère que, tout le monde le sait depuis 2015, depuis les attentats du Bataclan, est-ce que ce n'est pas une forme de dictature soft? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la différence entre la dictature et le totalitarisme sur le Alors, plan linguistique? si vous me permettez, je vais Oui. vraiment partir sur votre réflexion avant parce que tellement ça me paraît important. Très important. Donc, à ce fameux colloque de Lisbonne du 9 et 2, des 9 et 10 septembre 2022, j'avais parlé de corruption, de philosophie du droit, et ça me paraît extrêmement important. Et puis Virginie Tarojoreke avait fait également une intervention là-dessus. Ce qui est très important, c'est encore une fois cette inversion, c'est-à-dire que en théorie, dans une société civilisée telle que l'humanité se l'est construite, un être humain a des droits inaliénables qui ne peuvent pas être aliénés. Or, ce qui se passe, c'est que nous avons une fraude juridique consistant à nier le droit au motif d'une exception qui en fait devient une règle.
Alors, la première chose, et ça fait très longtemps, et j'en parlais donc l'année dernière donc dans cette intervention, c'est que les grands théoriciens de philosophie du droit depuis des siècles ont bien expliqué que le droit ne peut pas contenir en lui-même sa propre négation. C'est-à-dire qu'une constitution qui est censée garantir des droits ne peut pas contenir en elle-même son contraire, c'est-à-dire la suspension des droits. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est une première arnaque juridique. Et c'est très important de regarder l'évolution du droit depuis 2001. 2001, avec ce changement de paradigme du monde, avec le terrorisme. Le philosophe italien Giorgio Agamben en a beaucoup parlé, et c'est extrêmement important d'aller regarder ce qu'il dit, où il explique que c'est à partir de 2001 où il y a un asservissement de la population au titre de cet état d'exception. Alors, cet état d'exception, il a plusieurs conséquences dans la suppression progressive des droits des citoyens et la mise en esclavage. Et ça fait des années que c'est en cours. Alors, il se trouve que voilà, dans mon expérience de vie, j'ai vu des choses j'ai vu des choses se faire. Par exemple, la fameuse loi de rétention de sûreté sur laquelle on a alerté à l'époque, parce que il faut regarder à quel endroit le droit commence à être attaqué, parce que il est bien évident que ceux qui ont un intérêt à attaquer le droit vont aussi mettre en scène les situations qui vont justifier cette attaque du droit. Donc, si on laisse se grignoter le droit, on va avoir la multiplication en fait de ces situations. Donc, la loi de rétention de sûreté, c'est le démarrage. Donc, il y a pour moi plus d'une dizaine d'années, c'est là que voilà, c'est le démarrage entre la confusion, par exemple, chez l'individu entre l'intention et l'acte. C'est pre-crime dans Minority Report, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir va prêter des intentions à des individus, et tout ceci est extrêmement gravissime. Et alors, pour finir sur ces attaques du droit, qui sont l'ambition totalitaire, Agamben rappelait que le nazisme n'a été qu'un état d'exception, en fait. Eh bien, nous sommes passés, et je renvoie à des articles que j'ai écrits récemment dans l'Antipresse, dans lequel j'ai ma rubrique hebdomadaire, sur la loi de programmation militaire, sur lequel Virginie Darault-Jourecchia a travaillé donc, sur cette loi qui a été votée en août 2023. J'y ai apporté aussi des considérations d'ordre philosophique, et nous sommes encore au travail sur ces textes. J'ai identifié qu'on était même passé de l'état d'exception à un état d'urgence. À la limite, ça peut être confondu. Mais là, maintenant, c'est encore plus sophistiqué. C'est quelque chose de complètement inédit. C'est un nouveau concept, on va dire. C'est l'état de menace. C'est-à-dire la moindre menace qui pourrait éventuellement arriver sur interprétation du président de la République. Et président de la République, après vous mettrez le vrai titre si vous voulez, mais dans le titre de façade. Donc, tout ceci est une évolution vers la suppression totale des droits fondamentaux de l'être humain. Je ne parle pas de citoyen, je parle de l'être humain, des droits fondamentaux de l'être humain, qui sont d'ordinaire garants d'un fonctionnement minimaliste en civilisation. Donc, en clair, il y a une évolution extrêmement inquiétante dont on ne vous parle jamais en nous occupant avec évidemment d'autres sujets de façade. Et aussi, ce qu'avait souligné Agamben, c'est qu'avec ce passage de cette analyse qu'il avait de ce changement de paradigme complet à partir de 2001. Je vais le citer, c'est en 2014, il va l'exprimer ainsi au monde diplomatique. L'extension progressive à tous les citoyens des techniques d'identification autrefois réservées aux criminels. Ça veut dire, on nous applique des techniques et on veut nous appliquer de plus en plus des techniques d'identification autrefois réservées aux criminels.
agit immanquablement sur leur identité politique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'identité n'est plus fonction de la personne sociale et de sa reconnaissance du nom et de la renommée, mais de données biologiques qui ne peuvent entretenir aucun rapport avec le sujet, telles les arabesques insensées que mon pouce teinté d'encre a laissé sur une feuille de papier ou l'ordonnance de mes gènes dans la double hélice de l'ADN. Donc, on voit bien aussi, et on est obligé de faire ce lien, qu'il y a des correspondances, bon, évidemment d'asservissement de la population, mais on voit bien aussi qu'il y a des projets tout à fait eugénistes derrière. Hein. On a une inversion, on a une criminalisation de fait de la population et une justification de suppression des droits progressive. Et alors on voit bien que ça concerne plutôt certains pays au départ plutôt que d'autres, mais ça concerne surtout des institutions internationales qui sont très partie prenante dans la mise en place de ce type de scénario qui effectivement peuvent intervenir au nom de la santé. Hein. Là, je crois que j'ai reçu, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais une information sur le Québec, je crois, où il va y avoir donc des obligations, encore une fois, au niveau, entre guillemets, de la santé, des obligations d'injection, etc. Donc, on est vraiment mal parti là. Hein. Et voilà. Bon, bah, merci Marianne, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous demander votre regard de psychologue clinicienne. Qu'est-ce que ça vous évoque à chaque fois les profils des terroristes? Je vais être très naïf sur la question et exprès. Est-ce que vous y croyez à cette version de déséquilibré, ou est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas quelque chose d'interne, de beaucoup plus vicieux et pernicieux que cela? Alors, je vais donner une réponse à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a encore une fois, différents individus dans cette ambition de pouvoir totalitaire sur la planète qui ont tout à fait intérêt à créer du désordre. La question des attentats terroristes, c'est très intéressant pour pouvoir créer du désordre. On sait qu'à chaque fois, en tout cas, ce sont des témoignages de terrain que j'ai reçus dans différents endroits, dans différents pays qui ont été, à un moment donné, qui ont subi beaucoup d'attaques terroristes. On sait qu'il y a des... C'est comme si on essayait d'allumer la mèche. Hein. On va envoyer des gens, on va envoyer des groupes, et puis on va essayer d'allumer la mèche, avec différents types d'exactions, jusqu'à faire plonger la population dans un climat à la fois de terreur, mais aussi de guerre civile. Hein. C'est clairement ce qui s'est passé notamment en Algérie, où j'ai reçu, j'ai eu beaucoup de témoignages de la période terroriste. Ça, c'est une première chose. C'est que je pense qu'il y a derrière les groupes terroristes dont il faudrait vraiment avoir l'information de qui finance, comment, etc. Mais évidemment, on ne les aura jamais dans l'exhaustivité. Il y a des ambitions de créer davantage de chaos parce que dans ce chaos, dans ces guerres civiles, on va pouvoir mettre en place autre chose. Hein, et puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a des marchands de guerre qui s'enrichissent, ces fameux pervers, hein, qui s'enrichissent, etc. aussi avec ce genre de situation chaotique. Donc ça, c'est une première chose et on le voit. Moi, j'ai passé mon enfance à Saint-Denis où il n'y avait pas, par exemple, du tout à l'époque, je n'ai pas de conflit religieux, etc. Et puis, petit à petit, parce que j'ai passé mes 20 premières années, au bout d'un moment, on a vu émerger, arriver des endoctrinements un petit peu sectaires, etc., qui sont financés. Donc, tout ceci, pour reprendre une question de Cicéron, à qui profite le crime? Ça, c'est une première chose. Et je pense qu'il y a aujourd'hui en France, notamment, une tentative pour faire basculer la population avec des items langagiers, etc., créer davantage de haine, créer davantage de division, créer davantage de chaos, pour que finalement cette union qui fait tant peur pour des ambitieux, ceux que j'appelle les passionnés du pouvoir, cette union des peuples, cette union populaire, ne puisse pas se faire, hein, que les gens se tapent dessus, etc., etc. Donc tout ça est savamment
savamment orchestré à mon avis, et ça fait des années que c'est orchestré. Voilà, moi qui viens du 93, je sais le laxisme qu'il y a pu y avoir, je sais à quel point, par exemple, la communauté musulmane a pu être prise en otage et peut l'être, il l'est, de certains types, voilà, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses sur le terrain. Je sais aussi que sur les cités de Seine-Saint-Denis, ça fait X et X. Je parle donc il y a 25 ans. Hein, je parlais même il y a plus que 25 ans. Voilà. Il y a du trafic de drogue dure, il y a du trafic d'armes, et tout ceci est en collision avec le pouvoir. Il ne faut pas l'oublier. Hein, donc voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand on a les phénomènes médiatiques comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on cherche à faire basculer la population normale. On cherche à la faire basculer dans la haine et qu'elle commence elle-même à commettre différents types d'exactions. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que les profils psychologiques les plus fragiles, par exemple, justement, dans ce qu'on appelle les psychotiques ou des schizophrènes, ils absorbent tout ce qui peut se passer. Ou des différents types de psychoses, et donc ils arrivent avec cette contamination de l'angoisse, cette contamination de l'imitation. C'est un petit peu comme voilà pourquoi il y a de plus en plus de harcèlement à l'école. Regardons le monde dans lequel nous sommes, hein, quel est le modèle que nous donnons. Cette imitation, ça fait qu'il y a aussi plein de gens qui vont à un moment donné être tellement, encore une fois, dans cette contagion délirante que eux-mêmes et le pouvoir qui manipule compte sur ça. Il n'a pas assez de mercenaires. Donc, il compte sur le fait que la population tombe dans le panneau, se laisse manipuler et devienne elle-même mercenaire voilà. Donc, c'est de ça dont ça parle, à mon avis. Voilà. Bien sûr, donc, il peut y avoir des individus isolés qui imitent, mais à mon avis, pas dans la mise en scène de départ. Et là, on voit que là, c'est le nouveau programme, c'est ça, quoi. Tac, 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 tac. Voilà, dans le fil de discussion, dans le chat, beaucoup parlent des JO, donc je voudrais qu'on amorce ce sujet, avec notamment la reconnaissance faciale pour la première fois en Europe, premier pays d'Europe pour la France qui adopte le modèle chinois, le QR code, pour le plan politique, psychiatrique même, parce que c'est en fait une psychiatrisation de la population en tant que telle. Est-ce que vous pensez que la population est suffisamment éveillée pour ne pas tomber dans le panneau sur les prochains événements et les prochaines tentatives de manipulation? C'est très compliqué parce qu'on a affaire maintenant, je trouve, à la fois à un kaléidoscope idéologique, c'est-à-dire qu'on a plein d'idéologies au même moment et finalement, il y en a bien une dans laquelle on va tomber. Parce que finalement, il y a bien un endroit où on a une blessure émotionnelle, il y a bien un endroit où on a un contentieux, il y a bien un endroit où il y en a quelque chose qui n'est pas complètement réglé, ou une identification, où on s'identifie plutôt à telle chose ou plutôt à telle autre, où on est plutôt blessé à cet endroit-là. Donc voilà. Et dans la mise en scène aujourd'hui de toutes ces idéologies, et puis parfois aussi, il y a tout simplement l'ignorance, c'est-à-dire que on n'a pas les outils de distinguer où serait on peut le sentir, on sent que ça a l'odeur du mensonge, etc. Mais on ne sait pas dire où. C'est compliqué parce qu'encore une fois, on dispose de certains éléments et pas d'autres. Encore une fois, la vérité, les véritables experts sont censurés, donc on a d'abord accès aux éléments officiels, puis après quand on va aller chercher dans les médias, on va dire de l'opposition, on va rencontrer d'autres éléments, mais on n'est toujours pas au bon endroit. Et donc c'est extrêmement compliqué de savoir à quel endroit on a dit de l'idéologie. C'est pour ça que le fait de regarder les processus, où est-ce que ça nous mène, d'où on part, où est-ce que ça nous mène, c'est-à-dire quel est le chemin, et être attentif aussi aux modifications de la langue, finalement, quels sont les mots interdits. Ça, c'est important. Quels sont les mots interdits? Pourquoi on interdit des mots? Spinoza disait dans une libre république, chacun doit pouvoir penser ce qu'il pense et s'exprimer librement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la parole est criminalisée, la pensée est criminalisée? Enfin, il y a quelque chose qui est fou
au sens propre, bien sûr. Donc ça, c'est un premier problème, et je trouve que c'est donc de plus en plus difficile, et je pense qu'il faut aussi regarder à quel endroit on ne peut pas discuter, à quel endroit on veut m'obliger à prendre parti, à quel endroit on veut me faire du chantage émotionnel. Tout ça, ce sont des processus à regarder et avoir pour prudence de je ne comprends pas la situation, je suspends mon jugement, je fais un pas de côté. La prudence est une très grande qualité, très très grande qualité. Parce que on voit bien qu'il peut y avoir des manipulations émotionnelles, il y a des discours de haine de plus en plus décomplexés, et en même temps, les individus ne s'en rendent même plus compte. Et où est-ce que ça nous mène? Qui est en train d'orchestrer quoi? Et pour ça, il faut vraiment réussir à faire un grand pas de côté et regarder ça avec une grande distance et se dire, finalement, analyser cette situation, si elle continue dans ce sens-là, ça va nous amener où? À cet endroit? Est-ce que cet endroit est réellement bénéfique pour moi? Donc, est-ce que ça, pour moi, pour la société, pour les êtres humains que nous sommes? Après, concernant les enfants, je crois que mes collègues et moi avons été les tout premiers à écrire une très grande tribune à l'époque qui avait été publiée dans François en novembre 2020, Impact traumatique de la politique sanitaire sur les enfants. Et nous avions abordé en fait tout un grand panel de problèmes qui sont effectivement de toute façon la maltraitance, un certain conditionnement, des méthodes sectaires qui visaient à faire perdre les repères, mais au-delà de ça, les troubles dans l'apprentissage, les troubles dans l'orthophonie, parce qu'effectivement, si l'enfant ne voit pas les lèvres, il n'apprend pas tout simplement la langue, etc. Donc, nous avions fait vraiment nous avions été très, très exhaustifs. Malheureusement, elle avait été très peu relayée, comme à chaque fois, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un véritable problème, parce que là, on avait vraiment fait un grand tour de la problématique. Ce qui se passe, c'est que nous avons sacrifié, nous avons complètement sacrifié une génération, voire deux, et c'est encore pire, bien sûr. En fait, bien sûr. Même nos seniors dans les EHPAD, enfin, je me permets une parenthèse, Ariane, si vous me le permettez, mais moi, je ne peux pas rester insensible à ce genre de situation. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, d'avoir interdiction de dire au revoir à nos morts, enfin, c'est au-delà même de ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que quand les gens me disent c'est un point Godwin de comparer ça à la Seconde Guerre mondiale, non, au contraire, on a dépassé cela. Est-ce que vous pensez déjà qu'on peut s'en sortir? Je suis désolé de poser cette question comme ça, elle est existentielle, métaphysique, mais comment faire déjà pour s'en sortir de tout cela? Est-ce qu'il y a un travail mental possible? La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'en sortir? Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai parlé de totalitarisme en 2017, publiquement. J'en ai parlé en 2010, en parlant de démocratie totalitaire dans un livre. J'en ai parlé en 2017 en essayant de mobiliser les gens, la population, d'informer sur les textes de l'OMS parce que je les avais lus. Parce que les gens demandent mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, personnellement, je vis un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire j'ai l'impression de voir les choses quand même souvent un petit peu en avance. Mais ce n'est pas un côté visionnaire, c'est juste que je vais lire. Je vais juste lire les textes officiels. Donc, ça me permet de les voir en avance. Ceux qui feraient la même chose, voilà. Donc, souvent, je vois en avance, j'essaye d'avertir, on me rit au nez, on m'insulte. C'est à peu près mon vécu. Hein. Après, ça devient banalisé, et après, on me demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais si en 2017, mes collègues s'étaient mobilisés réellement, ils ne m'avaient pas tiré dans le dos en me disant « Oh, dans les réseaux pédophiles, ça n'existe pas et on ne peut pas parler de procédés totalitaires parce que ça va faire peur à la population », on n'en serait pas là. Alors, je ne sais pas, en fait. C'est-à-dire que je me retrouve, moi aussi, dans cette situation à devoir négocier avec le déni des uns et des autres, avec les œillères des uns et des autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'en sortir? Encore une fois, comme je l'explique dans mon livre sur la troisième partie, moi je n'ai pas de solution collective parce que le collectif est le groupe est la somme d'abord des individus, et dans le totalitarisme il y a une régression
psychique de groupe, de foule, de masse. Voilà, c'est le gouvernement de la masse, en fait, le système totalitaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? D'abord que l'individu lui-même se décolle de cette régression psychique et qu'il reprenne son autonomie et qu'il reprenne sa faculté d'aspirer à la liberté et qu'il se désendoctrine. Et c'est très difficile, sachant que nous sommes tous plus ou moins liés à des types d'endoctrinement malgré nous. On se le rend compte, moi je fais la traque pour moi-même même des produits de langage que je pourrais, malgré moi, desquels je pourrais être imbibée. Donc c'est très compliqué. Et donc j'ai toujours l'impression, en tout cas concernant le massacre des enfants, j'ai l'impression que nous ne pouvons pas aujourd'hui, et il faut accepter, c'est très difficile pour moi moralement d'accepter ça, que nous ne pouvons pas empêcher des dégâts inouïs qui seuls auront peut-être la vertu de réveiller les uns et les autres. Et donc c'est quelque chose que j'avais dit aussi, on a affaire à des sortes d'endoctrinement sectaire, et donc ce qui se passe, c'est que pour certains, ils ne le verront que quand ils l'auront sous les yeux, vraiment, le dommage, la destructivité à laquelle a mené cet endoctrinement sectaire. Et encore parfois, comme on le voit aujourd'hui, ils ne s'en rendent toujours pas compte et ils trouvent toujours une autre explication. Ça peut être un nom aussi, ça, Ariane, ça s'appelle le syndrome de Stockholm à force. Quand on est à ce stade, le vrai totalitarisme, c'est d'avoir mis toutes les idéologies en même temps, c'est-à-dire le climat, la santé, l'éducation. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, on aurait pu tomber aussi bas, honnêtement? C'est une grande question. J'ai quand même... Alors, là où nous en sommes aujourd'hui, non. Vraiment, je n'aurais pas imaginé, ne serait-ce qu'avoir le sentiment que le pays dans lequel je vis, aujourd'hui en Amérique du Sud, est plus démocratique et on est plus en sécurité qu'en France, par exemple. C'est un truc que j'aurais jamais imaginé. Vous êtes dans quel pays, si c'est pas indiscret? Moi, je suis en Colombie. D'accord. Voilà, donc bon, voilà, non, ça, j'aurais pas imaginé le déroulement de la manière dont ça s'est déroulé, je ne l'aurais pas imaginé. Maintenant, j'ai toujours eu la vague sensation que nous aurions à vivre une période comme ça. C'était très intuitif. Et voilà, ça a été, c'est notamment à partir de 2001, voilà, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Et après, dans mon expérience professionnelle, j'ai malheureusement eu affaire à de très nombreux dysfonctionnements institutionnels qui m'ont démontré que ce n'était pas des dysfonctionnements hasardeux, mais que c'était l'existence d'un système sous-marin qui existait, enfin qui était présent dans nos institutions, et c'est ce qui m'a fait arrêter les suivis d'enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans différentes situations où, voilà, quand on est psy pour enfants, on signale des différents types de maltraitance, et je me rendais compte que la réponse de la dite protection de l'enfance était systématiquement que c'était pas un cas raté. Oui, bah bien sûr, c'était pas un cas raté ou voilà, ou quelque chose, un dossier sur lequel voilà, on n'a pas su régler le dossier, mais que c'était systématisé et que je me retrouvais dans une situation avec un gros conflit de loyauté qui était si voilà, cet enfant est maltraité gravement, mais si je signale ce cas, ça risque d'être pire que la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Je ne peux plus. Je suis en incapacité de savoir quoi faire. Donc, je suis sortie. J'ai arrêté les suivis d'enfants. Ça ne veut pas dire que la situation n'existe pas. Elle existe et elle est gravissime. Donc,
Et après, j'ai su par d'autres collègues que, eh bien, il n'y avait pas que moi qui vivait ça, qu'on vivait quelque chose qui était de l'ordre de l'infiltration dans les institutions même, de lobby, et je pense que l'éducation nationale fait partie des institutions aujourd'hui extrêmement infiltrées par des lobbies, et que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on supprime de plus en plus les profs, on va dire professionnalisés, pour les remplacer par des vacataires, et que ces lobbies ont d'autres enjeux. C'est l'infiltration par le cheval de Troie, quoi. D'autres enjeux que la transmission du savoir aux enfants. Voilà. Et j'ai eu plusieurs témoignages qui me font penser ça, notamment sur le fait de détourner les enfants et de les amener à prendre des hormones, etc., à l'insu de leurs parents, et ça part de certains individus dans l'éducation nationale. Voilà. Mais qui ne sont pas des profs titularisés. Donc, voilà, ce que je pense, c'est que encore une fois, si on convoite les enfants, il faut bien avoir accès aux enfants. Hein, donc, il faut aller dans les lieux où il y a les enfants. Alors justement, Ariane, on va faire ouvrir ce grand volet. Je voudrais saluer d'ailleurs le coprésident de la Civise, qui est chargé de lutter contre l'inceste et les violences sexuelles, le juge Édouard Durand. 160 000 enfants chaque année sont victimes de violences sexuelles et que 3% des criminels, seulement 3% sont déclarés coupables. Quel est votre regard sur ce qu'on évoque concernant l'éducation sexuelle, sur le wokisme notamment, sur toutes ces propagandes et ces idéologies à l'école? Alors, encore une fois, je vais répondre depuis ce que je sais, c'est-à-dire que personnellement, donc en 2016, j'ai analysé les textes officiels. Mes sources sont les textes officiels. Donc ça, c'est une première chose. Quand je dis les textes officiels, ce sont les textes de l'OMS, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, que j'ai analysé en 3 langues, français, anglais, espagnol, parce que j'hallucinais complètement. Et puis, il y a des petites modifications selon les langues. Et la déclaration des droits sexuels en version intégrale du planning familial international. Les deux, l'OMS et l'IPPF, sont financés par Bill Gates. C'est important voilà, de rappeler ça. Alors, je me suis concentrée sur la question de la protection des enfants, mais on pourra aller bien plus loin dans les textes concernant les droits sexuels qui sont, de mon point de vue, des droits de prédateurs sur personnalités vulnérables. Donc, on pourrait très bien mettre les handicapés, les personnes âgées, etc. Mais voilà, c'est important de le rappeler parce que, voilà. Alors, j'ai cherché les références dites scientifiques de l'OMS et je suis tombée assez rapidement sur tous les soi-disant recherches de l'Institut Kinsey, qui est de Kinsey, de toute l'équipe de Kinsey et de SIECUS, SIECUS, qui a été l'organe dit de pédagogie sexuelle visant à diffuser les théories de Kinsey, qui était un pédocriminel, je renvoie et donc qui a fait passer des recherches de pédocriminels pour des recherches dites scientifiques, tout ceci financé par la Fondation Rockefeller, qui s'en réclame encore sur son site. Donc c'est important. En lien aussi avec voilà, toute une ramification, j'en parle un petit peu dans mon livre, l'imposture des droits sexuels nazis. Donc, pour l'historique, c'est vraiment la professeure américaine Judith Reisman, professeure de droit d'université. Il faut savoir qu'elle n'a vraiment pas été la seule à dénoncer Kinsey. Il y a eu plusieurs universitaires, il y a eu le Lancet, il y a eu le Times Magazine. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de gens, mais en fait, l'influence des lobbies a été telle et le financement des lobbies a été tel que ces soi-disant recherches qui ont impliqué des viols d'enfants ont prévalu pour nous expliquer que l'enfant aurait une sexualité. Ce point est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on est obligé de remettre les mots à l'endroit. Il n'y a pas... alors, il y a une autre origine. Et ça, on va petit à petit avec... parce qu'on a monté un collège d'experts en psychologie de l'enfant, en pédopsychiatrie, en droit.
puisqu'il y a une violation du droit et de la protection des enfants. On a aussi créé une association qui s'appelle Honest, dont la présidente est Virginie Desarrojo-Recchia. J'en suis vice-présidente aux côtés du docteur Laurence Kaiser. Ce qui est très important, c'est que il y a eu une infiltration idéologique de la dite science par rapport à cette idée que l'enfant aurait une sexualité. Il y a même eu une infiltration par la sexologie, par une partie de la sexologie, parce qu'il y a beaucoup de sexologues qui sont d'accord avec nous. Et il y a eu aussi une infiltration dans la psychologie, la psychanalyse, qu'on arrive à retracer. Donc tout ceci, nous allons bientôt présenter aux gens nos travaux. Donc encore une fois, nous, notre école, c'est de dire qu'il y a une imposture idéologique, il y a une fraude idéologique et qu'elle commence avec Kinsey et l'idée que l'enfant aurait une sexualité. À partir du moment où on accepte cette continuité entre l'enfant aurait une sexualité, donc cette sexualité, donc mettre le terme même de sexualité qui est du registre de l'acte sexuel adulte dans le registre infantile, premièrement autorise la banalisation des abus entre enfants. Ouais. Et on le voit dans les discours. Or, ce qui est de plus en plus prédominant, y compris à l'issue de ces cours, c'est l'imitation des enfants entre eux, donc les traumas sexuels entre enfants. Et cette banalisation arrive dans le discours de certains sexologues qui sont là pour être des influenceurs. C'est comme dans le Covid, il y a les influenceurs de ce truc-là. Et les influenceurs de ce truc-là, j'ai remarqué, sont à deux endroits. Un, de plus en plus dans les médias dominants, etc., pour nous expliquer, nous amener cette pseudo-science selon laquelle l'enfant aurait une sexualité. Donc, on a complètement évincé la psychologie de l'enfant, la psychologie du développement de l'enfant, la gynécologie, l'endocrinologie. On a complètement évincé les spécialités traditionnelles au profit d'une nouvelle science, entre guillemets, un nouveau scientisme de l'OMS, selon lequel l'enfant aurait une sexualité dès le ventre de sa mère. Et donc, par exemple, par rapport au programme aujourd'hui, qui est le programme, par exemple, AidSense, qui est le programme d'éducation sexuelle pour la France, eh bien, il conviendrait d'enclencher un dialogue sur la sexualité avec l'enfant à partir de l'âge de 2 ans. L'enfant ne sait pas parler, mais on va enclencher un dialogue sur la sexualité. Alors, j'ai démontré, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'imposture des droits sexuels, ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Il en est à sa 5e édition. Il a été préfacé par Judith Reisman. Il a été préfacé par le docteur Régis Bruno, qui est un pédiatre, pédopsychiatre, qui a été chef de service, qui a été HDR, qui a enseigné à l'université, qui a surtout été expert aux assises, donc qui connaît ce dont il parle, encore une fois. Et c'est un livre majeur pour comprendre l'imposture et la fraude présente dans ces textes, parce que on nous présente ça comme soi-disant une protection contre pour les enfants. En réalité, c'est une exposition et une initiation à la sexualité, au marchandage du corps, la marchandisation de la pédocriminalité, en fait. Voilà, à la marchandisation des corps, etc. Et quand et au-delà de ça, la question des opérations, des mutilations des enfants, etc. Il y a énormément d'items. Et le terme même d'éducation sexuelle contre lequel je me bats depuis des années, alors qu'on me dit non, mais il est déjà rentré, c'est de la novlangue. On ne peut pas éduquer à une pulsion. L'éducation, c'est le contraire, c'est le fait de se contenir justement dans nos différentes pulsions pour pouvoir vivre ensemble. Donc c'est un paradoxe qu'on ne doit pas accepter parce qu'il ouvre tous les champs justement vers la pédophilie. Donc on voit qu'il y a ces faux experts de plus en plus qui arrivent et qui nous critiquent, qui nous invisibilisent, où nous sommes également traités de terroristes parce que nous faisons peur aux parents. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Et mais de l'autre côté, dans nos propres rangs, on a des gens qui font mine de
soutenir notre cause, mais qui vont défendre ou dire que, par exemple, je suis isolée dans cette idée que je serais la seule à dénoncer et à dire que l'enfant n'aurait pas de sexualité. Finalement, ils ont tous une sexualité. Bien nous, on ne suis pas du tout la seule, en fait. Et nous, en psychologie, nous avons tout, en psychologie du développement, en psychologie de la perversion, puisqu'il s'agit de nommer de la perversion. La perversion, c'est la confusion des langues. Et ça, on a un texte de 1930 et quelques de Ferenczi sur la confusion des langues entre l'adulte et l'enfant. L'adulte qui projette une sexualité sur l'enfant ou quelque chose d'ordre sexualisé, et l'enfant qui est un appel de langage de la tendresse. Donc, on voit bien que ce n'est pas nouveau. Nous avons tout le corpus pour dénoncer la perversion. Donc, qui sont vous voyez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire admettre et de banaliser des mots, ou par exemple de parler de masturbation infantile, des trucs comme ça. Ce sont des items pour admettre et banaliser l'idée que finalement, ah ben oui, maintenant, finalement, les enfants, ils partent tous à l'école maternelle, comme j'ai pu l'entendre d'une interview d'une sexologue. Donc, c'est très important de remettre les mots à l'endroit, de rappeler d'où viennent ces infiltrations idéologiques et de faire le lien. Alors, on est en train de le faire, bien sûr, avec Maître Desarroz-Jorecia, le lien dans à quoi sert cette sexualisation. Cette sexualisation des enfants va à l'encontre de tout le corpus juridique contraignant en matière de protection des mineurs. Donc ça, je renvoie au livre de Virginie Desarroz-Jorecia. Il faudrait la recevoir pour son livre. Elle n'est pas reçue pour son livre. Non, mais que j'aimerais beaucoup. Regardez les gens. Vous avez une avocate qui écrit, qui passe des heures et des heures et des heures, des milliers d'heures à écrire un livre. On fera une émission avec Virginie en 2024. De l'idéologie totalitaire, où elle amène tous les textes contraignants de loi pour se défendre par rapport à cette infiltration idéologique. Je regarde qui reçoit cette avocate, qui parle de son livre. Eh bien non, vous voyez encore l'invisibilisation, c'est extraordinairement pernicieux. C'est extraordinairement pernicieux. Donc, on a d'un côté, parce que l'idée des textes de l'OMS, et j'en avais parlé dès 2017, c'est de modifier les lois. Là encore, on est encore sur une fraude. Pour modifier les lois, c'est modifier les lois par rapport au changement de mœurs. Or, nous savons, nous les psys, qui pour certains sont encore en poste pour des expertises d'abus sexuels, etc., sur les enfants, ou qui côtoient justement des profils pédophiles, etc., dans leurs expertises, ou ceux qui ont eu cette expérience, comme moi, nous savons très bien qu'un enfant qui va présenter une attitude sexualisée, c'est pas né de nulle part. Bien sûr. Et là, cette banalisation est extrêmement dangereuse. Voilà, cette banalisation de l'idée que les enfants auraient une sexualité est extrêmement dangereuse. Et on voit aussi le trafic des textes. Encore une fois, je l'ai démontré. Là, j'ai mon cher Christian Dubuis-Santini qui m'a produit un merveilleux travail à partir des textes originels de Freud. Encore une fois, c'est pas pour défendre absolument Freud, mais que dit-il dans ces textes originels? Parle-t-il de sexualité infantile? Non. Alors, on a des traductions trafiquées et on a des gens qui ne savent pas lire des textes. Donc, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Donc, il y a très clairement des infiltrations idéologiques. Alors, Judith Reisman en parlait. Là aussi, c'est une interview que je conseille aux gens d'aller voir sur la chaîne YouTube The Translation Bridge. Vous avez Qui veut donner des droits sexuels aux enfants, l'interview que j'avais donnée de Judith Reisman en 13 parties. Judith Reisman explique très clairement qu'il s'agit d'une volonté de pervertir, de traumatiser, de sexualiser, et que cette volonté, elle date d'il y a plusieurs décennies, que c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes, on va toujours retrouver le même maillon, la même cartographie, voilà. C'est la même cartographie, on va retrouver les mêmes institutions, etc., les mêmes lobbies, et qu'il s'agit de modifier les représentations pour modifier les mœurs.
et c'est ce que explique aussi Virginie Darault-Jorecchia. Elle l'a très bien expliqué dans un colloque que j'ai organisé avec Amandine Lafargue le 13 mai 2023 à Paris, qui était extrêmement attaqué, encore une fois invisibilisé, colloque d'experts. Eh bien, dans ce colloque, elle a expliqué que l'idée, c'est de changer les représentations des gens pour changer la coutume et changer les lois. Donc, c'est-à-dire que si la coutume, c'est que finalement, tout le monde s'achète son bébé sur mesure, parce que ça aussi, ça fait partie des standards pour l'éducation sexuelle en Europe, les bébés sur mesure, eh bien, le législateur, il est obligé d'en prendre compte. La majorité des gens s'achètent un bébé sur mesure. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, il modifie la loi. Or, eh bien, ces bébés sur mesure, c'est ni plus ni moins que du trafic d'êtres humains, c'est de l'esclavage en bande organisée. Voilà. Encore une fois, un bébé, c'est un être humain et il a été porté par une mère et en général, on est sur de l'esclavage économique. Donc voilà, tout ça, c'est en lien et c'est extrêmement important de faire l'effort, d'aller lire ceux qui essayent comme nous, de vous donner de la compréhension justement sur des textes qui peuvent être compliqués, sur des textes qui peuvent être obscurs parce qu'on n'est pas spécialiste, du droit, etc. On n'est pas spécialiste des manipulations rhétoriques. C'est vraiment extrêmement important. Voilà. Je voudrais reprendre si vous me permettez, Ariel, je voudrais reprendre le commentaire sur justement le fait que dans le ventre de sa mère, en fait, l'enfant a déjà une sexualité. Enfin, moi, ça me fait bondir ce genre de truc. J'ai envie de. Pardon, Nicolas, mais je voudrais dire que c'est enseigné aujourd'hui à l'université, ça. Mais c'est bien ça le problème. Sexuelle de l'OMS. Et qu'on a des cursus parallèles qui viennent contredire la psychologie du développement et les psys, on ne les convoque pas. Alors en plus, on sait très bien. Je veux dire, les psys, le tempérament du psy à la base, n'est pas très militant. Donc on sait que ça va être facile. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est terrible parce que Sodome et Gomorrhe au sommet de l'État, la France est devenue la risée du monde entier sur tous les points. Mais c'est vrai que l'école étant à l'image de la société, nos enfants sont en danger. On a un système scolaire qui est corrompu de l'intérieur, et on l'a vu avec l'affaire du rectorat de Versailles, notamment suite au suicide de Nicolas. Est-ce qu'on peut sortir nos enfants de cet enfer? Déjà, comment en Colombie ça se passe Vous y habitez depuis combien de temps en Colombie à peu près? 2015. 2015. Bon, les ambitions internationales sont toujours les mêmes, mais les peuples ont plus ou moins d'expérience et sont moins naïfs. On va dire ça comme ça. Ça me paraît quand même un point important parce qu'il y a une grosse barrière de naïveté et d'ingénuité à traverser en France, liée, je ne sais pas, à des décennies soporifiques où on nous a endormis, tout simplement, pour nous faire croire que nous étions dans une très belle et gentille démocratie. Donc ça, c'est un problème. Donc il y a des barrières à franchir. Encore une fois, sur certains endroits, je me sens clairement impuissante. Nous avons ouvert une pétition, peut-être il faudra mettre le lien, donc, qui sert de manifeste. On sait très bien, on n'est pas dupe sur les pétitions, mais c'est très clair. C'était de notre collège d'experts psy et de professionnels en droit, en médecine et en psychologie. Notre école, c'est celle-là. S'il y en a d'autres, ils ont d'autres écoles, c'est autre chose. Mais nous réclamons ça et nous réclamons l'abolition des textes de l'OMS, etc. C'est pour avoir les idées claires aussi, encore une fois, par rapport à la confusion qui domine et la confusion dans laquelle on essaye de nous mettre par rapport à nos propres discours pour caviarder nos discours. Et ça, c'est important. Donc, en termes de référence, parce que je vois, il y a le livre de Virginie Darault-Jorecchia, il y a mon livre L'imposture des droits sexuels, il y a le livre de Régis Bruno, Préserver l'innocence des enfants. Vous avez le colloque qu'on a fait le 13 mai, il y a énormément de choses pour l'instant sur mon site. Bien et sûr. Vous avez le Twitter de Honest, O-N-E-S-T, qu'on essaye de monter avec, je ne vous cache pas l'ensemble des menaces que nous recevons. À peine, il faut bien savoir que nous n'avons que très peu d'amis. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi? Alors, c'est peut-être naïf de ma part de vous poser cette question, mais sur j'allais dire, quel est le point faible que vous touchez qui dérange à ce point vos adversaires, vos opposants? Alors,
numéro 1, il y a l'existence de lobbies pédophiles. Je voyais dans le chat simplement parler d'Epstein. Je pense que ça fait tout à fait partie des problématiques que nous avons, c'est-à-dire que pour accéder à un certain niveau politique, il faut avoir en fait, un certain pouvoir vous tolère, et pour qu'il vous tolère, il faut qu'il ait des dossiers sur vous, parce qu'il vous contrôle. Voilà, c'est basiquement ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que sur ce sujet, par exemple, sur l'éducation sexuelle, nous avons tous été manipulés. Nous avons tous cru que, parce que c'était comme ça à l'époque, que ça s'appelait, nos cours de biologie, etc., tout le monde était normalement constitué d'accord pour avoir quelques informations de prévention sur les MST, etc. Mais en fait, c'était le cheval de Troie. En l'appelant éducation sexuelle, c'était le cheval de Troie qui a ouvert la suite. Donc, comme on s'est tous fait avoir, eh bien, ceux qui bossent là-dedans ou qui ont reçu des subventions, parce que ça tourne en subventions, ça arrose de subventions. Donc, encore une fois, il faut des gens absolument indépendants. Qui est vraiment indépendant aujourd'hui? Qui a le loisir de dire, et je le vois aussi sur des collègues philosophes que j'ai fréquentés quand j'étais jeune, etc., qui passent sur certaines antennes, etc. Et je sais très bien qu'ils n'ont pas, s'ils disent certaines choses, ils perdent leur privilège. Et donc, il y en a qui sont prêts à ça, qui peuvent le faire parce qu'ils ont construit une autre indépendance. Mais c'est vrai que si on n'a pas construit son indépendance et qu'on est pieds et poings liés pour faire manger sa famille, eh bien, c'est très compliqué. Donc là, il y a tout un système où aussi on a mis les gens sous subvention, sous perfusion, etc. Et puis à un moment donné, ils découvrent, c'est-à-dire que j'ai certains psys qui commencent à découvrir que eux, ils ont bossé sur les programmes de prévention abus sexuels au sein de ce dispositif. Et ce qu'ils ont fait, c'était très bien. Sauf que c'est au sein d'un dispositif pervers et ils n'avaient pas compris. À quoi ils servaient eux-mêmes de prétexte. Donc le choc, il est dur, il est difficile à avaler. Alors justement, c'est vraiment intéressant ce que vous dites là, parce que je crois que c'est une des premières fois durant les émissions que j'entends j'allais dire cette façon de voir les choses, j'allais dire cette transparence-là. Et c'est vrai que souvent on voit des gens qui sont prêts à vendre leur âme au diable. Et ça m'a fait penser à page 303, où vous nous dites finalement, je souhaite que ce livre, donc je rappelle, Psychopathologie du totalitarisme, que ce livre ait pu être un guide de compréhension capable de rendre plus intelligible ce phénomène complexe du point de vue de la psychologie des individus et des foules et des processus collectifs. Le totalitarisme nous renvoie à chacun d'entre nous. Il s'agit avant toute chose de lutter contre la régression psychique, la haine et le fanatisme qui sont des dangers constants pour l'être humain. La psychologie ne saurait se réduire à une science du comportement et il convient de lui rétablir ses lettres de noblesse pour exprimer les méandres où se perd l'âme humaine. Tant que l'esprit de l'homme demeurera, nous conservons des raisons d'espérer. Car pour convoquer Suarez une dernière fois, l'enfer ne peut prévaloir là où l'esprit a reçu l'étincelle et est pris vie dans le cœur et l'âme de l'homme. Là où l'homme est né à l'homme, conscience contre conscience. La traversée totalitaire ne nous donne aucune échappatoire et nous accule à faire naître les roses du sang. Finalement, les problématiques de notre temps sont les problématiques de tous les temps, de toutes les époques. Est-ce que vous pensez que déjà l'intelligence artificielle, le transhumanisme, tous ces nouveaux phénomènes ne sont que des modes passagères où elles sont amenées à remplacer l'homme? Et si oui, dans quelle mesure? C'est une question très complexe. Je pense, je vais, il y a des éléments sur lesquels il faut encore que je réfléchisse, mais par contre, je pense que ce qui est très certain, et ce que dénonce d'ailleurs Vera Sharav, et ce qu'ont dénoncé aussi d'autres philosophes avant elle, comme Günther Anders, justement, c'est l'assujettissement à la technique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui ont ce projet totalitaire mondial n'ont pas les moyens de leur projet. Et donc, ils ont besoin de passer par un asservissement de contrôle numérique. Et c'est là où
où il y a vraiment quelque chose qu'il faut regarder de très très près et ce à quoi il faut réussir à s'opposer, ce qui est effectivement de toute façon très compliqué puisqu'on voit ce déploiement se mettre en place dans l'inconscience la plus parfaite, ce fichage numérique, etc., données de santé, enfin, et donc ça me paraît, ça me paraît un des problèmes majeurs. L'autre problème majeur, il y a des éléments sur lesquels je pense que nous ne saurons la vérité que plus tard aussi. En tout cas, c'est mon sentiment. Mais sur la question du trafic de la génétique humaine, de la fusion espérer entre l'être humain et la machine, ce qui va en faire un être diminué, un être inflammé, un être. Enfin bon, il y a tellement de. Ce qui est intéressant, et j'en avais parlé dans une interview, et puis je renvoie aussi de Donde Bamos, la journaliste lyrique qui a fait pas mal d'articles justement aussi intéressants sur ça, c'est tracer quels sont les projets liés au contrôle mental sur l'être humain, les projets militaires, la DARPA, etc., ce qui s'est déjà fait. Parce que je pense qu'en fait, on ne nous transmet pas non plus l'intégralité des technologies ou des expérimentations de masse dont nous sommes l'objet. Et c'est tout le problème, c'est que nous avons un niveau d'information qui, à mon avis, est largement insuffisant. Voilà. Donc c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'on est vraiment dans une période de destruction de l'humanité qui démarre, et que nous allons devoir vraiment nous renforcer psychologiquement, moralement, spirituellement pour y faire face. Alors justement, la spiritualité, on peut en parler parce que dans le commentaire tout à l'heure, quelqu'un a demandé si finalement la guerre spirituelle ne nous avait pas été déclarée. Est-ce que la spiritualité peut nous aider à sortir de ce marasme? Alors là encore, je pense qu'il convient de définir ce que c'est que la spiritualité. Tout à fait. Et y compris, en fait, la spiritualité, c'est relié à l'esprit. Justement, on parlait d'André Suarez, qui est un philosophe que j'aime énormément, que j'ai réhabilité dans l'Antipresse, qui a été effectivement invisibilisé de part et d'autre parce qu'il avait aussi son point parler. Est-ce que vous permettez de lire la citation que vous avez mise au début du livre? Oui. C'est extrait de son livre Contre le totalitarisme, texte politique de 1920 à 1948. Il dit: Qui a une âme d'homme ne peut souffrir la dictature. Ne pas être est plus noble que d'être une tête du bétail parquée dans l'enclos. Obéir à ce qu'on méprise est le dernier degré de l'ignominie. Tous ceux qui servent un tel régime et qui y trouvent leur compte se chargent assez de nous en faire sentir le poids et l'outrage. En lisant les différentes citations, j'ai pensé à la Boétie, discours de la servitude volontaire, parce qu'on est en plein dedans aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, la spiritualité, c'est déjà déterminer que nous sommes des êtres d'esprit, c'est-à-dire nous ne sommes pas que des corps matériels. C'est un premier point fondamental, et que, en somme, nous sommes des consciences de nature divine au sens en lien avec. Après, les gens ils mettent les mots qu'ils veulent, hein, mais avec une puissance créatrice qui est à l'intérieur de nous et qui se manifeste par la possibilité d'éprouver, d'expérimenter en nous une liberté infinie, le rapport à une liberté infinie et à une émotion d'amour infini. Donc, pour l'autre, pour son prochain, pour le vivant, pour la création. Et ça, c'est notre puissance. C'est pour ça que les gouvernements cherchent systématiquement à nous diviser et à créer de la haine entre nous. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Surtout que dans les pathologies que je cite, l'accès à l'amour, il est plutôt très éloigné et peu garanti. Donc il s'agit de créer de la haine, de créer de la peur pour que surtout il n'y ait pas cette puissance qui circule entre nous. Ça, c'est, je pense, un point très important. Et c'est donc, à partir de là, chaque religion, je ne parle pas évidemment du satanisme, mais
je veux parler des religions monothéistes traditionnelles, qui signifie religarer, relier les hommes entre eux. Hein. Elles ont un esprit et une lettre. Si on prend la religion à la lettre, c'est-à-dire qu'on lit de façon idiote les textes, ça fait du protocole Covid. Ça fait de la même chose. Donc, si on comprend l'esprit, c'est-à-dire quelle est l'idée derrière, quelle est la métaphore, quel est le symbole, de quoi ça nous parle pour nous améliorer dans cette dimension d'amour, eh bien, c'est pas du tout la même lecture. Et ce sont des lectures radicalement opposées dans une même religion. Voilà, donc ça c'est quand même important de le rappeler. Donc la spiritualité, oui, mais la spiritualité, dès qu'elle est dépossédée de l'esprit, c'est-à-dire de cette puissance d'amour et qu'elle devient du protocole ou de la prière désossée qui n'a plus de sens pour moi, ou simplement parce que j'ai l'impression que je suis protégée de façon obsessionnelle à faire cette prière tant de fois par jour, eh bien, voilà, on n'est pas au même endroit. On n'est pas au même endroit. Donc, je pense que la spiritualité est absolument fondamentale, qu'elle est liée à la morale, c'est-à-dire à la question de nos valeurs. Et qu'il est vraiment aujourd'hui temps de se demander quelle est pour moi la définition d'un être humain, quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs que je souhaite faire régner dans une société pour que simplement ça devienne viable entre nous. Est-ce que c'est la loi du plus fort? Est-ce que c'est la protection des plus vulnérables? Est-ce que le lien mère-bébé sacré? Est-ce que l'être humain se marchande, peut se vendre en pièces détachées, en trafic d'organes, même ne serait-ce que vendre son propre corps? Et là, on a énormément. Est-ce que la fin justifie les moyens, comme j'en parle dans mon livre? Bien sûr. Est-ce que je peux utiliser comme un moyen ce qui n'en est pas un? Est-ce que j'ai le droit de sacrifier une partie de la population parce que au motif d'une idée plus grande, etc. Est-ce que des êtres humains seraient supérieurs à d'autres? Là, il va falloir tout repenser. Hein. Et en fait, la réponse, tout repenser presque de façon pragmatique. La réponse que vous donniez sur la spiritualité, c'est vrai que comme votre ouvrage est assez conséquent, je suis à la fin, c'est l'expérience spirituelle en temps totalitaire. Donc ça, c'est intéressant parce que vous parlez de redevenir des lucioles, avec justement encore la référence à Suarez, avec Dieu au goulag, l'art et l'amitié comme profession de foi. Je conseille encore une fois à tout le monde de se procurer cet ouvrage. Je l'ai lu en plusieurs fois parce que ça ne se lit pas comme un roman, mais ça se lit de manière très méticuleuse, c'est presque chirurgical en fait, votre ouvrage. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir, c'est de redonner du sens aux mots que nous n'utilisons plus, où les mots d'origine sont complètement inversés. Et c'est vrai que forcément, le champ lexical de la pensée s'est réduit considérablement. Est-ce que finalement, par cette création numérique, on n'a pas détruit ce qui restait de l'être humain, sur le plan intellectuel, sur le plan même, j'allais dire, actif, par rapport à nos ancêtres Homo sapiens? Oui. Justement, demain, dans l'Antipresse, dans ma rubrique La Lucarne, j'ai écrit un article sur la philosophie de l'éducation, rappelant qu'est-ce que c'est l'éducation, et avec un portrait de Liliane Lursa qui a dénoncé, qui était une pédagogue, hein, une chercheuse, et qui a dénoncé toute cette destruction intentionnelle. C'est bien qu'il faut comprendre que c'est intentionnel. Parce qu'après, il y a toujours « Ah bon, on se trompait, on ne savait pas trop ». Non, non, c'est totalement intentionnel. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et ça fait des décennies que c'est dans tous les secteurs comme ça, hein, comme la destruction du secteur de la santé, la destruction du secteur de l'instruction, etc. Donc, oui, on est dans une très très grande difficulté. Maintenant, il y a un texte de Stefan Zweig que je cite aussi dans le livre qui était très lucide aussi, hein, sur la situation qu'il avait traversée, et qui me plaît beaucoup sur la fonction des humanistes au travers des siècles, et notamment des âges obscurs. Je pense quand même que c'est
notamment le rôle des personnes, des individus conscients de la catastrophe, c'est de transmettre, de créer des îlots de savoir. On a la même chose sur les questions en agriculture, des véritables semences anciennes, etc., par rapport aux trucs trafiqués, hybrides, transgéniques, etc. Il y a une responsabilité. Le totalitarisme, il vise toujours à nous couper de nos racines à tous les niveaux, et y compris donc dans ces savoir-faire anciens, ces connaissances anciennes, ces semences anciennes, ces livres anciens. Et donc, il y a aussi, j'encourage beaucoup depuis des années, ceux qui ne savent pas quoi faire, à archiver pour un futur, pour une prochaine transmission. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'ère de la reproduction technique, comme le disait Walter Benjamin, que en réalité nous ne sommes pas à l'ère du plus grand effacement de culture qui ait lieu. D'ailleurs, de toute façon, cancel culture, ça ne veut rien dire. La culture, elle est là pour conserver, elle n'est pas là pour effacer. Donc, voilà. La culture, elle conserve. Qui dit détruire la culture, c'est détruire le passé, en quelque sorte. Absolument. Et là, ce que vous dites, ça m'évoque Bamiyan en Afghanistan, ça m'évoque Palmyre, ça évoque aussi le terrorisme intellectuel, en quelque sorte. Notre-Dame avec les futurs vitraux, ou craint le pire. Oui. Merci déjà pour votre pédagogie, pour avoir pris le temps de nous expliquer tout cela. Donc, encore une fois, Psychopathologie du totalitarisme chez Guitry Daniel. Je remercie les éditions Guitry Daniel également. Merci Guitry Daniel, et des éditions Guitry Daniel c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Merci infiniment pour toutes vos explications ce soir limpides, et bonne soirée à tous pour ceux qui sont en France. Merci aux auditeurs.